Salut Sentinelle! Ici, c'est le multivers interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Voilà le genre de sujet qui donne envie de parler les sourcils froncés et le doigt pointé. Comment la Marvel a-t-elle pu croire une seule seconde que ça allait marcher? Ce n'est pas une exagération. Les 4 Fantastiques semblaient, sur le papier, être la renaissance du MCU. Des critiques initiales, encensant la douceur du film, un supposé retour aux sources, et même un joli 98% affiché sur Rotten Tomatoes. Sauf que derrière ce vernis optimiste, des fissures étaient déjà visibles. Et elles ont commencé à s'ouvrir avant même que le film n'ait terminé sa première semaine en salle. Mais avant de poser ce cadavre narratif sur la table de l'autopsie geek, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. On est sur le point d'atteindre un objectif important, et chaque nouveau sentinelle aide à maintenir cette forteresse en vie face à l'effondrement de la culture pop. Ici, vous accédez à une ligne directe d'analyse, de théorie et de coulisses que personne d'autre ne livre avec autant de poids. Et laissez-moi déjà un commentaire. De quelle ville et de quel pays regardez-vous cette vidéo? Je veux cartographier la galaxie des sentinelles éparpillée un peu partout et lire chaque message, un par un. Maintenant, retour sur le champ de bataille. À n'importe quel autre moment de l'histoire, un film bénéficiant d'une telle réception critique au départ aurait été traité comme un triomphe. Mais avec les 4 Fantastiques, quelque chose sonnait faux. Comme si le public, et même une partie de la critique, avait décidé d'applaudir avec prudence, sans véritable enthousiasme. Vous voyez le compliment poli qu'on lance quand le dîner est tiède? Ah oui, c'est bon. Voilà. Comment l'expliquer? Premièrement, la fin de quelque chose qui, enfin, ne soit pas un désastre complet. Deuxièmement, la stratégie de Marvel consistant à envelopper le film dans un vernis émotionnel. Ils l'ont vendu comme le film le plus tendre du MCU, comme si cela constituait un argument narratif. Mais quand les chiffres ont commencé à chuter, le masque de l'illusion est tombé avec eux. Et il y a un détail que personne n'analyse vraiment. Le moment exact où la marée s'est retournée contre le film, et où il est passé du statut de promesse à celui de poids mort. Je vais vous montrer ça dans un instant. Dès le 2e week-end, le film s'est littéralement effondré. Une chute de 66%. Un gouffre! Et inutile pour Disney d'essayer de maquiller ça en tendance normale dans le box-office moderne. Parce que quand même, les alliés les plus fidèles de Marvel commencent à utiliser des termes comme « cratérisé »,« effondrement » et « chute catastrophique ». C'est le signe que quelque chose s'est brisé pour de bon et que ça ne reviendra peut-être jamais. Alors, la vraie question n'est pas « pourquoi le film a chuté ?», mais bien « pourquoi avoir fait semblant qu'il était monté si haut ?» Et c'est exactement là que tout change. Si, lors de sa semaine de sortie, Marvel parvenait encore à vendre la narration selon laquelle le public avait adopté les 4 Fantastiques, dès la 2e semaine, le masque n'a pas tenu. Une chute de 66% des recettes, atteignant même un gouffre de 80% par rapport au vendredi précédent. Ces chiffres ne sont pas seulement froids, ils constituent un verdict. Pour n'importe quel blockbuster à gros budget, une telle courbe est le signe d'un rejet, et non d'un enthousiasme contenu. Le public qui s'était précipité en salle pour la première n'est pas revenu. Et pire, il n'a convaincu personne d'autre d'y aller. Les médias spécialisés n'ont pas pu cacher la vérité. Variety a titré « Fantastic Four Craters by 66%. Collider et The Wrap ont adopté le même ton de désastre. Forbes a détaillé que la chute était pire que toutes les prévisions du marché. Et lorsque même comicbook.com, connu pour minimiser l'impact négatif des productions Marvel, a publié la phrase « Wins box office in second weekend, but there's bad news », il est devenu évident qu'aucune narration ne pouvait sauver la situation. C'était un effondrement visible, même si Disney tentait d'adoucir en parlant de « chute dans la moyenne ». Mais voici le détail qui change tout. Ce n'est pas seulement l'ampleur de la chute, c'est le contexte. Les 4 Fantastiques n'avaient aucune concurrence sérieuse. Le calendrier des sorties était dégagé. Pas de menace de franchise rivale, pas de blockbuster disputant l'attention. Autrement dit, aucune excuse externe pour justifier la débâcle. Si le public n'est pas revenu,
c'est parce qu'il n'a pas voulu revenir. Et cela, pour un studio qui dépend aujourd'hui davantage des recettes cumulées que d'un démarrage explosif, équivaut à une condamnation. La comparaison avec d'autres titres récents rend la situation encore plus douloureuse. Le nouveau Superman a chuté de 53% après un démarrage timide, mais était resté stable. Les 4 Fantastiques, eux, se sont rapprochés des pires chutes de la Marvel moderne. The Marvels a dégringolé de 78%, Ant-Man and the Wasp, Quantumania a perdu 70%, et Thor, Love and Thunder, 67%. La famille censée incarner la renaissance du MCU a fini par rejoindre la liste des plus grandes hémorragies financières du studio. Mais la chute des 4 Fantastiques n'est pas qu'une statistique. Elle révèle quelque chose de bien plus profond, que même avec une approbation critique supérieure à la moyenne et un marketing massif, la marque Marvel a perdu la confiance du public. Et c'est cette perte de confiance qui commence à ronger tout l'univers. Dans le prochain volet, nous allons montrer comment le MCU post-Endgame a ouvert des fissures, rendant cet effondrement inévitable. Et pourquoi les 4 Fantastiques n'ont été que la victime la plus récente d'une maladie bien plus ancienne. Pour comprendre pourquoi les 4 Fantastiques étaient là condamnés dès le départ, il faut revenir à un point que beaucoup refusent même d'affronter. Le MCU ne s'est jamais remis d'Avengers, Endgame. La fin de la saga de l'infini n'a pas seulement marqué la conclusion d'une phase narrative, mais aussi l'effondrement de ce qui maintenait le public émotionnellement investi. Avec Tony Stark mort, Steve Rogers à la retraite et Thor réduit à une caricature, l'épine dorsale de l'univers a été retirée sans successeur à la hauteur. Les choix suivants n'ont fait qu'aggraver la crise. Le studio a choisi de ne pas recaster T'Challa, alors que Black Panther était l'un des héros les plus aimés de la dernière décennie. Il a transformé Hulk en ressort comique insignifiant, ignorant des décennies de comics où le personnage incarnait une force brute incontrôlable. Et en misant sur des personnages secondaires pour combler le vide, Marvel a créé des séries et films qui ressemblaient davantage à des spin-offs prolongés qu'à des piliers d'un univers cohérent. Ce vide narratif a généré une question qui résonne encore aujourd'hui. Mais qui sont les Avengers désormais ? Dans les comics, après le départ de membres classiques, il y a toujours eu des remplaçants iconiques capables de porter le titre avec légitimité. Au cinéma, Marvel a hésité à confier la direction à de nouveaux visages. Sam Wilson en Captain America n'a pas encore eu l'impact de Steve Rogers. Doctor Strange, malgré son importance cosmique, a été relégué à des films isolés. Et même Spider-Man, qui pourrait occuper la place centrale, reste prisonnier des négociations avec Sony. Cette indécision a miné la confiance du public. Sans cap clair, chaque nouveau projet ressemblait davantage à une pièce détachée qu'à une partie d'un tout. C'est ce que l'on a vu avec Eternals, vendu comme une reconfiguration du MCU, mais vite oublié. C'est ce que l'on a vu avec Kang, annoncé comme le nouveau grand méchant, puis abandonné au milieu de crises externes. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec les 4 Fantastiques, censés inaugurer un nouveau cycle, mais héritant d'un univers sans direction. Le point crucial est que le public sent quand la narration perd sa cohésion. Dans les comics, des sagas comme House of M ou Secret Wars avaient toujours une ligne directrice claire, même dans le chaos. Au cinéma, Marvel a échoué à offrir ce sentiment de destin. Résultat, chaque projet, aussi grand soit-il, paraît jetable. Et sans sentiment de conséquence, aucune urgence à regarder. Le cas des 4 Fantastiques n'est que le reflet le plus récent de cette désorganisation. Présentés comme la première famille de Marvel, ils ont été reçus comme un simple chapitre supplémentaire d'une saga sans but. Et si le public ne reconnaît plus les héros comme des pièces centrales, le poids du box-office s'effondre inévitablement. S'il y avait une équipe qu'on ne pouvait pas traiter comme une expérimentation, c'était bien les 4 Fantastiques. Créés par Stan Lee et Jack Kirby en 1961, ils n'étaient mis au pas juste une autre équipe. Ils constituaient la base de ce qui allait devenir la Marvel moderne. Le mélange de science, de drame familial et d'aventure cosmique faisait des Richard, Storm et Grimm des personnages plus grands que la somme de leurs pouvoirs. Mais dans le film récent,
Au lieu de raviver cette essence, Marvel a choisi d'en faire des versions éloignées de ce que les lecteurs reconnaissaient. Les erreurs commencent par le casting. Pedro Pascal en Reed Richards paraissait, au premier abord, un coup marketing sûr. Un acteur en vogue, associé à de grandes franchises, qui apporterait une reconnaissance immédiate. Mais Reed n'est pas un rôle pour une célébrité du moment. C'est Mr. Fantastic, un génie froid, obsessionnel et souvent distant. Dans les comics, sa brillance se mêle à une difficulté de connexion émotionnelle, rendant sa relation avec Sue Storm complexe. Pascal, charismatique et omniprésent dans les médias, a livré une version domestiquée, plus proche d'un mentor télévisuel que du scientifique qui défie les lois de l'univers. Résultat, un Reed qui ne ressemblait pas à Reed. Le problème s'aggrave avec la décision de transformer le surfeur d'argent en femme. Dans les comics de 1966, Norrin Radd incarne la tragédie cosmique. Un être partagé entre la dévotion à Galactus et la découverte de la valeur de l'humanité. Changer le genre du personnage n'était pas un obstacle en soi, à condition d'apporter une justification narrative et une densité dramatique. Ce que nous avons vu, au contraire, n'était qu'un geste de réinvention sans substance, réduisant l'un des personnages les plus philosophiques de Marvel à un simple ornement esthétique. L'absence de profondeur classique a transformé le surfeur en symbole de décision précipitée. Et comme si cela ne suffisait pas, le méchant censé porter le climax du film a été réduit à une ombre de lui-même. Galactus, le dévoreur de mondes, est une force cosmique qui incarne l'inéluctable. Dans les comics, chacune de ses apparitions est traitée comme un événement cataclysmique. Au cinéma, il a été dilué en antagoniste de troisième acte, générique et mal exploité. Marvel, déjà critiqué pour avoir fait de Kang une promesse vide, a répété la même erreur. Retirer toute grandeur à un méchant qui devrait hanter le spectateur bien après la fin de la séance. Ces choix révèlent quelque chose de plus profond que de simples maladresses créatives. Ils montrent que Marvel a cessé de traiter ses personnages comme des mythes et a commencé à les manipuler comme des pièces interchangeables dans un laboratoire de tendances. Dans les comics, quand Lee et Kirby modifièrent la dynamique d'un personnage, il y avait un but narratif et des conséquences durables. Au cinéma actuel, les changements semblent aussi naître davantage de réunions de comités que d'une vision artistique. Le résultat final fut un quatuor qui n'était pas le quatuor. Une version remodelée pour plaire à une supposée modernité, mais incapable de résonner aussi bien auprès des anciens fans qu'auprès du nouveau public. Et lorsque l'identité de l'équipe centrale se perd, c'est toute la base de l'univers qui s'écroule. S'il y a un phénomène qui explique en partie l'échec des 4 Fantastiques, c'est bien l'usure accumulée. Non seulement celle de la formule Marvel, mais aussi celle des visages et des choix devenus omniprésents. Pedro Pascal en est l'exemple le plus clair. Après avoir incarné Joel dans The Last of Us, apparaître dans The Mandalorian et être pressenti dans d'innombrables autres franchises, sa présence a cessé d'être un événement pour devenir une banalité. Reed Richards exige un acteur capable de porter le poids d'un leader intellectuel, quelqu'un qui puisse osciller entre le froid calculateur et le père de famille distant. En plaçant Pascal dans ce rôle, Marvel n'a pas seulement choisi un acteur surexposé, mais a renforcé l'impression que le studio distribue les rôles selon la popularité du moment, et non selon la nécessité narrative. Cette même logique s'est retrouvée dans le surfeur d'argent. La décision de réinventer Norrin Radd en femme n'a pas été accompagnée d'une densité dramatique ou d'une justification narrative. Ce fut un changement purement esthétique, sans la charge philosophique qui a toujours défini le personnage. Dans les comics, le dilemme du surfeur est essentiel. Renoncer à son humanité pour servir Galactus, puis la retrouver en découvrant un sens plus grand. Cette tragédie personnelle a été remplacée par une approche superficielle, qui ressemblait davantage à un clin d'œil aux tendances du marché qu'à une adaptation fidèle. Le problème n'est pas de changer, mais de changer sans substance. Et c'est là qu'entre en jeu la perception de wokeness qui hante le MCU depuis des années. Il ne s'agit pas de diversité en soi, mais de la manière dont elle est mise en œuvre. Quand l'inclusion n'est qu'une couche superficielle, le public s'en rend compte. Et la conséquence est immédiate. Au lieu d'élargir la portée de la narration,
cela crée une fracture avec la base de fans qui attendaient du respect pour l'essence des personnages. Marvel avait déjà affronté des critiques similaires avec Thor, Love and Thunder et les choix narratifs de Captain Marvel. Avec les 4 Fantastiques, la répétition de cette formule a accentué le rejet. Cette usure ne touche pas seulement les idées, mais aussi les visages. La présence constante des mêmes acteurs dans différentes franchises épuise les attentes. Le public a besoin de fraîcheur, de surprise, de la sensation de voir quelque chose d'unique. Mais quand Marvel insiste à recycler toujours les mêmes noms, elle donne l'impression qu'il n'existe aucune alternative, que tout Hollywood se réduit à une poignée de contrats. Et cela mine l'immersion. Un Reed Richards qui ressemble à Joel, un héros qui rappelle Oberyn, un visage déjà vu dans 3 univers différents. Tout cela empêche la construction d'une identité propre. Le résultat est un cercle vicieux. Marvel mise sur des noms connus pour tenter de garantir le box-office. Ces noms, surexposés, génèrent de la saturation. Cette saturation éloigne une partie du public, et la chute des recettes pousse le studio à miser encore davantage sur des valeurs sûres. Les 4 Fantastiques sont devenus l'apogée de ce dilemme. Un casting pensé pour plaire à court terme, mais incapable de soutenir une franchise sur le long terme. Pendant des années, ce qu'on appelle la Access Media a joué un rôle crucial pour Marvel. Des portails comme Variety, Deadline, Collider ou comicbook.com servaient d'amortisseurs, atténuant les échecs, relativisant les chutes et renforçant l'idée que chaque film faisait partie d'une mécanique plus vaste. Mais avec les 4 Fantastiques, ce cycle s'est brisé. Pour la première fois depuis longtemps, même les médias qui défendaient traditionnellement la marque ont été contraints de reconnaître l'évidence. Le désastre était inévitable. Le choix des mots en dit long. Variety a utilisé le terme « cratered » pour décrire la chute de 66%. Forbes a publié des analyses parlant d'effondrement et d'impossibilité de tourner cela positivement. Même IndieWire, qui évite souvent les critiques frontales, a adopté un ton hyperbolique pour décrire la déroute. Le contraste est saisissant avec le passé récent, quand des projets comme Thor, Love and Thunder ou The Marvels étaient traités avec un certain ménagement dans la presse. Avec les 4 Fantastiques, il n'y avait plus de place pour la cosmétique. Il fallait admettre la chute. Ce comportement ne sort pas de nulle part. Il révèle que même les médias ont perçu l'usure du contrat de confiance avec le public. Si auparavant on pouvait relativiser un échec ponctuel, la répétition est désormais impossible à ignorer. Depuis l'ère post-Endgame, la succession de déceptions a créé une avalanche qui a affaibli non seulement la marque Marvel, mais aussi la crédibilité de ceux qui continuaient à la défendre. Quand les influenceurs et critiques eux-mêmes commencent à se détacher de la narration officielle, c'est le signe que l'édifice s'effondre de l'intérieur. Il y a aussi un détail symbolique. L'insistance de médias comme Deadline à affirmer que les chutes supérieures à 60% sont normales n'a convaincu personne. Le public suit désormais le box-office en temps réel, compare les données et observe les tendances. Quand Superman, sorti quasiment à la même période, a montré une chute de 53%, l'argument de la normalité n'a pas tenu. Ce qui s'est révélé, c'est la difficulté claire des médias à maintenir la narration de solidité de Marvel face à des preuves irréfutables. Cette rupture entre presse, studio et public est inédite à l'ère Feige. Aux années de gloire, Marvel contrôlait le discours avec précision. Bandes annonces stratégiquement diffusées, critiques enthousiastes, records de recettes célébrés. Aujourd'hui, le studio assiste impuissant alors que même ses alliés traditionnels admettent la faillite du modèle. La perception de l'effondrement, autrefois confinée aux forums et chaînes indépendantes, occupe désormais les gros titres officiels. Et quand les médias perdent la capacité de protéger la marque, il ne reste que l'inévitable, l'affrontement direct entre le produit et le public. Dans le cas des 4 Fantastiques, cet affrontement a été dévastateur. La chute ne concernait pas seulement le box-office, mais la confiance qu'il restait encore quelque chose à sauver. L'échec des 4 Fantastiques ne peut pas être considéré uniquement comme une erreur de casting ou de stratégie marketing. Il est le résultat d'années durant lesquelles Marvel a choisi d'ignorer les leçons les plus élémentaires de l'adaptation,
Et plus grave encore, a choisi de mépriser le matériau d'origine qui avait construit son identité. Jack Kirby et Stan Lee ont créé des personnages reflétant des dilemmes humains, mais toujours plus grands que les modes passagères. Pourtant, la version récente des 4 Fantastiques a préféré moderniser la forme sans respecter l'essence. Le cas du surfeur d'argent est emblématique. Marvel a modifié le personnage sans tenir compte du poids mythologique qu'il porte. Dans les comics, Norrenrad est un martyr cosmique, un homme sacrifiant sa liberté pour sauver sa planète. Le transformer en un simple ornement sans densité, c'est montrer que le studio a oublié que les personnages sont des archétypes, pas de simples coquilles destinées à accueillir de nouvelles tendances. Cet éloignement a été immédiatement perçu par le public, qui a reconnu la fragilité narrative d'un choix précipité. Un autre point central est le traitement de Galactus. Dans les comics, il n'est pas seulement un méchant. Il est une force de la nature, une entité incarnant l'inéluctabilité de la destruction et l'équilibre cosmique. Son impact visuel et philosophique a toujours été traité comme un événement mythique. En réduisant Galactus à un antagoniste prévisible, Marvel lui a retiré la grandeur qui aurait justifié un 3e acte inoubliable. Cette décision n'a pas été seulement une faute créative, mais une preuve que le studio a commencé à voir ses propres personnages comme des pièces jetables. Le contraste devient encore plus flagrant si l'on se rappelle d'exemples comme Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux. Il avait déclaré ne pas vouloir imposer son propre message à l'œuvre, mais honorer la vision de Tolkien. Cet état d'esprit aurait dû être un guide pour toute adaptation. Mais Marvel a fait exactement l'inverse, remplacer la vision de Kirby et Leith par une série de décisions de comité, au lieu d'une adaptation fidèle, une réinvention inutile. Cet éloignement apparaît aussi en coulisses. Le cas de Beau de Mayo, évincé de X-Men 97 après avoir refusé de renoncer à sa vision de lecteur passionné, montre à quel point Marvel dévalorise ceux qui comprennent l'essence de ses personnages. Quand des exécutifs demandent de désactiver le cerveau de fan lors de la création, le résultat inévitable est un produit qui échoue à dialoguer avec ceux qui soutiennent réellement la marque. Au final, le prix de l'arrogance créative s'est payé non seulement en recettes, mais aussi en crédibilité. Le public a compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un mauvais film, mais d'un studio qui avait perdu le lien avec ses racines. Cette déconnexion n'a pas seulement détruit les 4 Fantastiques, elle a ouvert des plaies dans tout le MCU. L'effondrement des 4 Fantastiques n'est pas un accident isolé. Il est le symptôme d'une usure qui rongeait déjà le MCU depuis des années. Depuis la fin de la saga de l'infini, Marvel semble enfermé dans un cycle de promesses non tenues, de décisions créatives incohérentes et d'une avalanche de projets qui a dilué l'attention du public. La chute au box-office des 4 Fantastiques ne fait que confirmer une tendance, la perte de confiance. Et lorsque la confiance est brisée, même la nostalgie des personnages classiques ne suffit plus à soutenir le poids d'une franchise. Ce constat peut être mesuré par le contraste avec d'autres sorties. Le 7e Jurassic World, pourtant critiqué pour sa simplicité, a réussi à dépasser non seulement les 4 Fantastiques, mais aussi le nouveau Superman au box-office. Cela montre qu'il ne suffit pas de livrer des effets visuels ou de promettre une importance historique. Le public préfère une œuvre qui, même limitée, assume pleinement sa propre proposition, plutôt qu'une production qui se vend comme épique, mais arrive en salle sans identité claire. L'échec des 4 Fantastiques révèle que Marvel n'a pas seulement perdu en technique, elle a perdu la capacité de définir ce que ses histoires veulent être. La crise ne se limite pas à Marvel, elle touche déjà le cinéma de super-héros dans son ensemble. Chaque nouvel échec mine la perception que ce genre est encore capable de surprendre. La chute des 4 Fantastiques, ajoutée à celle de The Marvels, Ant-Man and the Wasp, Quantumania et Thunderbolts, compose une série qui révèle une usure structurelle. On parle de fatigue du super-héros, mais en réalité, il s'agit de bien plus que de lassitude. C'est la saturation d'un modèle créatif qui a perdu son lien avec ses racines et n'a pas trouvé de chemin clair vers l'avenir. Si les 4 Fantastiques étaient présentés comme la première famille de Marvel, l'impact de leur échec prend une dimension symbolique. Ils devaient incarner la Renaissance, mais ont fini par devenir l'épitaphe d'une époque. Et la question qui restait, c'est:
Qui portera désormais cet héritage? Le MCU survit à coups de reboot partiels, de promesses de multivers et d'annonces de tonitruantes lors d'événements comme la San Diego Comic-Con. Mais si la base de confiance n'est pas restaurée, aucun reboot ni aucun multivers ne pourra supporter le poids du passé. Le plus intriguant, c'est que dans les comics, les 4 Fantastiques ont toujours été un symbole de réinvention. Ce sont eux qui ont ouvert les portes aux menaces cosmiques, au concept de multivers et à des vilains comme Dr Fatalis ou Galactus. Si même eux, qui représentaient l'embryon de la Marvel moderne, n'ont pas réussi à sauver la phase actuelle du studio, c'est bien le signe que le problème dépasse largement un casting ou un scénario. Le problème, c'est la déconnexion entre héritage et présent, entre le mythe et le produit. Et cette blessure ne pourra sans doute pas être guérie par du marketing ou des effets spéciaux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ressentez vous aussi ce besoin de regarder au-delà des paillettes de l'écran et de comprendre ce qui se passe réellement. C'est pour cela que je vous demande, abonnez-vous au Multivers Interdit. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif important, et chaque abonnement contribue à maintenir vivante cette forteresse où nous analysons en profondeur ce que d'autres ne font qu'effleurer. En rejoignant, vous accédez à des analyses qui ne se contentent pas de la surface, mais vont jusqu'à la racine du problème. Et maintenant, j'aimerais savoir, de quelle ville, ou même de quel pays, regardez-vous cette vidéo ? Laissez un commentaire, car je lirai chaque réponse.